Camille avançait entre les tables avec une aisance discrète, presque imperceptible. À 24 ans, elle avait appris à devenir invisible, à se fondre dans l'arrière-plan du quotidien bruyant d'un petit bistrot niché entre deux ruelles pavées du centre de Lyon. Le carrelage ancien grinçait sous ses pas et l'odeur du café fraîchement moulu se mêlait aux effluves beurrés des croissants du matin. Les clients entraient, discutaient, sortaient, et personne ne faisait vraiment attention à la jeune femme qui remplissait les tasses, souriait mécaniquement et effaçait les miettes d'une main silencieuse. Mais Camille n'était pas simplement une serveuse de plus dans le décor pittoresque du vieux Lyon. Elle portait un secret, ou plutôt un talent que la vie avait relégué à l'ombre, une oreille exceptionnelle pour les langues. Non pas un simple intérêt ou un apprentissage scolaire, mais une compréhension instinctive des structures, des rythmes, des intonations. Elle avait étudié les langues anciennes et modernes à la Sorbonne, s'était illustrée par sa mémoire hors du commun et sa sensibilité linguistique rare. Mais tout cela appartenait à une vie d'avant, une vie interrompue par des circonstances brutales, la maladie soudaine de sa grand-mère, son unique famille, qu'elle avait choisi de ne pas abandonner. Les jours s'égrenaient donc dans une routine sans éclat. Se lever à 6 heures du matin, préparer les premières tables, sourire aux clients pressés, encaisser les paiements, retourner au chevet de sa grand-mère. Elle n'avait ni le temps, ni l'énergie, ni les moyens de rêver à autre chose. Parfois, en servant des touristes, elle reconnaissait une langue étrangère, japonais, suédois, tchèque, et s'autorisait à en traduire mentalement les phrases échappées. C'était sa manière de rester connectée à ce qu'elle avait été, de ne pas laisser mourir la partie d'elle qui avait un jour voulu devenir traductrice, professeure, chercheuse. Mais au bistrot, elle n'était que Camille, la fille silencieuse au tablier taché. Le gérant, M. Delmas, la trouvait fiable mais trop réservée. Les clients réguliers ne se souvenaient pas de son prénom. Les collègues l'appréciaient mais ne savaient rien d'elle. Elle se faisait oublier volontairement. À quoi bon expliquer qu'on avait abandonné une thèse sur les langues oubliées du Caucase pour nettoyer des assiettes et verser des verres de vin? Un mardi matin, alors que la lumière grise s'écrasait contre les vitres du bistrot, elle écoutait distraitement une conversation à la table 3. 2 clients discutaient en portugais du Brésil, l'un avec un accent de Salvador, l'autre manifestement originaire de Sao Paulo. Camille reconnaissait les différences de ton et de vocabulaire avec une facilité déconcertante. À la table 5, un vieux monsieur lisait un journal en italien. Elle parcourait les gros titres du coin de l'œil. Cela lui suffisait pour garder son esprit aiguisé. Elle s'accrochait à ses bribes comme à des bouées, dans un océan de quotidienneté. Mais ce jour-là, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Une tension à peine perceptible, un changement dans le rythme habituel. Le téléphone de M. Delmas avait sonné plus tôt que d'habitude et il s'était empressé de nettoyer une grande table près de la vitrine, y plaçant les meilleures tasses, les serviettes les plus nettes. Camille avait compris qu'un groupe important allait venir, probablement des gens de la mairie ou d'une entreprise locale. Elle n'y avait pas prêté plus d'attention. Ce n'était pas son affaire. Elle n'avait pas encore conscience que ce mardi allait marquer un tournant, que son anonymat soigneusement entretenu allait voler en éclats, que sa vie, sa vraie vie, celle qu'elle avait enterrée sous les contraintes, allait refaire surface sans prévenir. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que dans moins d'1 heure, quelqu'un allait poser sur sa table un document que presque personne en France aurait pu traduire, et que ce simple geste, anodin en apparence, allait déclencher une série d'événements capables de faire vaciller même les plus puissants. Pour l'instant, elle nettoyait une tasse ébréchée avec un chiffon rêche. Elle jeta un coup d'œil rapide à l'horloge. Il était presque 9h30 du matin. Le brouhaha des conversations montait doucement. Le jour semblait vouloir rester gris. Camille ignora le frisson qui lui traversa la nuque. Elle ne croyait plus au pressentiment. Elle croyait au travail, à l'endurance, au silence. Mais parfois, même le silence cache une voix prête à éclater. Le ciel au-dessus de Lyon demeurait bas et chargé, étendant sur la ville une lumière terne et froide. À l'intérieur du bistrot, la routine s'installait comme un vieux manteau. Camille, concentrée sur son plateau, avançait vers le comptoir lorsqu'un groupe entra, coupant net le bruit ambiant. Ce n'était pas une arrivée ordinaire. Il y avait dans leurs costumes impeccables, dans leurs montres brillantes et dans la façon dont ils prenaient possession de l'espace, une assurance presque intrusive. Le gérant s'empressa de les accueillir en personne. Jetant un regard furtif vers Camille,
comme pour s'assurer qu'elle redoublerait d'attention. Ils s'installèrent à la grande table près de la fenêtre, celle qui, d'habitude, restait vide en matinée. 5 hommes, une femme, tous en pleine conversation, mêlant sans effort français, anglais, allemand et italien. Ils se coupaient souvent la parole, chacun voulant raconter une anecdote plus impressionnante que celle de l'autre, évoquant voyages d'affaires, réceptions privées, marchés émergents. Camille, de loin, perçut quelques bribes. Des mots en coréen surgissaient parfois, d'autres en suédois. Ce n'était pas une simple réunion d'affaires, c'était une parade, un concours d'ego. Elle les servit sans commenter, attentive, comme toujours. Mais un détail la fit relever les yeux. Au centre du groupe trônait un homme d'une quarantaine d'années. Large sourire, posture détendue, mais regard acéré. Il s'appelait Étienne Laville, PDG d'un conglomérat international dont le nom apparaissait régulièrement dans les journaux économiques. On le décrivait comme brillant mais difficile, parfois même cruel dans ses décisions. Son rire résonnait plus fort que les autres. Il dominait l'espace, et tous semblaient tourner autour de lui. Entre 2 gorgées de café, un des hommes sortit de sa mallette une liasse de papier. Il la posa devant Étienne en expliquant que c'était un document reçu par erreur d'un partenaire hongrois. « On ne sait même pas dans quelle langue c'est », plaisanta-t-il. Les autres se penchèrent sur le papier. Étienne fronça les sourcils, plissa les yeux, puis se mit à rire. « Je donne mon salaire à celui qui arrive à traduire ce truc », lança-t-il moqueur. La table éclata de rire. La femme du groupe ajouta en espagnol « Même Google n'en voudrait pas ». Les rires redoublèrent. C'était une blague entre gens puissants, convaincus que leur savoir était le seul qui comptait. Camille, qui venait de poser une corbeille de viennoiserie sur une table voisine, s'était immobilisée. Elle avait entendu. Elle jeta un œil discret vers le document. Même à cette distance, elle reconnut certaines constructions. Elle s'approcha lentement, comme portée par une décision qu'elle ne contrôlait pas encore tout à fait. Lorsqu'elle arriva près de la table, les conversations s'interrompirent brièvement. Étienne la regarda sans réel intérêt, comme on observe un serveur qu'on n'avait pas remarqué jusque-là. Camille prit une inspiration discrète. « Excusez-moi, dit-elle calmement. Puis-je voir le document ?» Un silence gênant s'installa. Un des hommes haussa les sourcils. Étienne, amusé, haussa les épaules et lui tendit la feuille. « Vous voulez tenter votre chance. Soyez mon invité. » Elle prit le papier avec précaution, comme si elle portait un objet fragile. Ses yeux parcoururent les lignes. C'était bien du hongrois, mais pas celui qu'on enseigne dans les écoles. Une forme ancienne, saturée d'idiomes, d'inflexions régionales, de références culturelles que seul un regard très affûté pouvait déchiffrer. Pourtant, pour Camille, c'était limpide. Non parce que c'était facile, mais parce qu'elle connaissait cette langue. Elle l'avait étudiée à l'université, fascinée par sa logique unique et sa musicalité. Elle se redressa, posa le document sur la table et, sans autre forme de préambule, commença à traduire à voix basse mais distincte. En conformité avec les dispositions établies en 1878, le fournisseur est tenu de... Les regards autour de la table changèrent instantanément. La plaisanterie s'évaporait. Les sourires se figeaient. Camille continua ligne après ligne, restituant non seulement le sens mais aussi les subtilités. Là où le texte évoquait une ancienne législation commerciale de Transylvanie, elle expliquait brièvement le contexte, pour éviter les contresens. Lorsqu'elle eut terminé, elle se tut. Le silence était devenu total. Même le bruit de fond du bistrot semblait s'être évanoui. Un des hommes lâcha un petit rire nerveux. Étienne, lui, fixait Camille sans sourire. Son regard n'était plus celui d'un homme amusé, mais d'un homme déstabilisé. Il reprit le document, le relut, comme pour s'assurer qu'il n'avait pas halluciné. Puis, lentement, il reposa la feuille sur la table. Il ne disait rien, mais son silence en disait long. Camille, de son côté, ne montrait ni triomphe ni gêne. Elle avait simplement accompli ce qu'on avait cru impossible, sans en faire un spectacle. Elle rendit le papier et fit un léger signe de tête, prête à se retirer. « Attendez !» dit Étienne finalement, la voix un peu plus grave. « Vous avez étudié où ?» Elle hésita une seconde, puis répondit « À la Sorbonne ». Cela ajouta à la surprise générale. Étienne échangea un regard avec la femme assise à sa droite. Une tension palpable flottait au-dessus de la table. Le reste du bistrot, sans comprendre les détails, observait la scène. On sentait que quelque chose d'inhabituel venait de se produire. Quelque chose que personne n'aurait pu prévoir,
surtout pas ceux qui se croyaient au sommet. Camille retourna vers le comptoir, le cœur battant fort, mais le visage impassible. Elle n'avait pas agi pour provoquer, ni pour impressionner. Elle l'avait fait parce qu'elle savait. Parce qu'à cet instant précis, elle ne pouvait plus supporter qu'on traite la connaissance comme un jeu de pouvoir. Ce que Camille ignorait encore, c'est que cette démonstration, pourtant brève, avait profondément piqué l'orgueil d'Étienne Laville, et qu'il n'avait pas pour habitude de rester sans réagir quand quelqu'un le prenait de court, surtout une inconnue en tablier, dans un bistrot anonyme. Le document reposait encore sur la table, comme un artefact étrange, dont personne n'osait désormais contester l'importance. Le silence n'avait pas quitté la salle depuis que Camille s'était éloignée, et même les bruits habituels, les tasses qui s'entrechoquent, les commandes criées en cuisine, les conversations des habitués, semblaient suspendus dans une forme de retenue générale. Les yeux suivaient Camille, certains avec étonnement, d'autres avec méfiance, quelques-uns avec admiration discrète. Mais ce qui frappait le plus, c'était le visage d'Étienne Laville. Immobile, penché légèrement vers l'avant, les doigts entrelacés devant lui, il fixait le vide comme s'il essayait de recomposer mentalement ce qu'il venait de vivre. Il n'avait pas ri, il n'avait pas souri, il n'avait pas parlé. Pour la première fois depuis son entrée dans le bistrot, il était resté sans réponse. Ce n'était pas seulement qu'une serveuse ait su traduire un texte en hongrois ancien. C'était la façon dont elle l'avait fait, sans hésitation, sans chercher à briller, sans attendre de validation. Elle avait simplement mis fin à la plaisanterie avec une autorité tranquille. Et cela, pour un homme comme lui, valait bien plus qu'une simple correction. Cela avait la force d'une remise en question. L'un des hommes du groupe, plus jeune, tenta de relancer l'ambiance avec un commentaire léger. « Elle devrait travailler chez nous, non ?» dit-il en anglais, d'un ton qui voulait sonner ironique mais trahissait une certaine nervosité. Personne ne répondit. Étienne leva les yeux vers lui, mais ne dit rien. Il prit une gorgée de café lentement et reposa la tasse. Camille, de retour près du comptoir, n'avait pas repris son souffle. Le cœur tambourinait dans sa poitrine. Elle avait gardé son calme devant eux, mais maintenant, seule, elle sentait la tension dans ses doigts, la chaleur étrange dans sa nuque, la montée d'adrénaline qui s'évanouissait peu à peu. Elle ne regrettait pas, mais elle comprenait qu'un seuil venait d'être franchi. Rien ne serait plus exactement comme avant. Elle regarda la porte de la cuisine, espérant voir M. Delmas surgir pour lui demander une explication ou lui faire des reproches, mais il ne vint pas. Au contraire, c'est un de ses collègues, Théo, qui s'approcha d'elle. « C'était quoi ce truc ? On aurait dit que tu lisais dans leur tête. » Camille se contenta de hausser les épaules. Elle ne voulait pas en parler. Pas ici, pas maintenant. Elle reprit un plateau, s'apprêta à débarrasser une table libre, mais fut interrompue par une main qui se posa doucement sur son bras. C'était Étienne. Il s'était levé sans bruit et l'avait rejointe devant le comptoir, laissant ses collègues à la table. Il n'avait pas l'air menaçant ni condescendant, mais son regard était plus perçant que jamais. Camille se raidit légèrement. « Vous n'avez pas seulement compris ce texte, vous l'avez interprété avec finesse. » Elle ne répondit pas. Peu de gens savent faire ça, même parmi mes traducteurs attitrés. Toujours pas de réponse. Elle le regardait, droite, silencieuse. « Il y a un autre texte, dit-il, en tirant un document de sa sacoche. Peut-être un peu plus. Technique. Si vous avez une minute. » Camille hésita. Elle n'aimait pas l'idée d'être testée comme une curiosité de foire. Mais une partie d'elle voulait voir ce que cet homme essayait vraiment de faire. Elle tendit la main, il lui donna le papier. Cette fois, le défi était d'un tout autre ordre. C'était un extrait de contrat, rédigé en islandais juridique, dense et précis, truffé de formules légales. Elle prit une chaise vide, s'assit à côté du comptoir et lut. L'attention dans le bistrot se concentra à nouveau sur elle. Même ceux qui ne comprenaient pas ce qui se passait étaient fascinés. Elle lisait lentement, annotant mentalement, structurant les paragraphes dans sa tête. Puis, avec assurance, elle commença à traduire. Elle expliqua les termes, les obligations contractuelles, les implications fiscales. Elle décortiqua un passage ambigu sur les droits d'exploitation, nota une clause qui aurait pu être interprétée à double sens. À mesure qu'elle avançait, les membres du groupe d'Étienne s'étaient rapprochés, debout derrière lui, écoutant attentivement. Même M. Delmas avait quitté son bureau et observait la scène depuis l'entrée de la cuisine, les bras croisés, l'air perplexe.
Camille termina sa traduction, referma calmement le document et le tendit à Étienne. « Voilà, vous avez d'autres textes ?» Il la fixa un instant, puis sourit. Pas le sourire arrogant de tout à l'heure. Un sourire contenu, presque respectueux. « Non, c'est suffisant pour aujourd'hui. » Il rangea les documents, mais ne retourna pas immédiatement à sa place. « Vous ne devriez pas être ici, mademoiselle. » Elle haussa un sourcil. « Et vous ne devriez pas présumer de ce que les gens sont ou ne sont pas, monsieur, » répondit-elle simplement. Il inclina légèrement la tête, reconnaissant la répartie. Il retourna s'asseoir, mais les discussions à sa table avaient perdu leur éclat. L'un des hommes pianotait sur son téléphone. La femme silencieuse fixait Camille comme si elle tentait de la replacer dans un souvenir lointain. Étienne, lui, regardait par la fenêtre, pensif. Camille, de son côté, reprit son travail. Elle nettoya une table, encaissa un client, apporta une carafe d'eau, tout cela avec la même efficacité tranquille. Mais quelque chose avait irrémédiablement changé dans l'air. Elle n'était plus invisible. Et ce qu'elle avait révélé, bien plus qu'un talent rare, c'était une faille dans la manière dont ces hommes voyaient le monde. Le reste du service se déroula sans incident. Peu à peu, les clients se remirent à parler, à commander, à rire. Mais le murmure était là, persistant. La serveuse qui parlait les langues mortes, celle qui avait fait taire le PDG, celle dont personne ne connaissait vraiment l'histoire. Et parmi ceux qui l'observaient encore, certains savaient que cette histoire ne faisait que commencer. Le groupe d'Étienne Laville quitta le bistrot 1 heure plus tard, dans une atmosphère bien différente de celle de leur arrivée. L'arrogance, qui s'était manifestée en éclats de rire et en défis moqueurs, avait cédé la place à un silence tendu, ponctué de regards échangés avec prudence. Étienne, toujours le dernier à sortir, adressa à Camille un dernier regard en coin avant de franchir la porte. Il ne dit rien. Il n'avait pas besoin. Son silence portait un message clair. Ce n'était pas terminé. Camille rangea les dernières tasses, effaça les miettes sur les tables et reprit sa routine. Elle avait rétabli un certain équilibre en elle. Ce qu'elle avait fait n'était pas prémédité. Elle ne s'était pas levée ce matin-là en se promettant de défier un PDG millionnaire devant tout un bistrot. Et pourtant, maintenant que c'était fait, elle se sentait droite dans ses choix. Elle n'avait rien à prouver, ni à eux, ni à elle-même. Mais elle ne pouvait nier une chose. Cela avait réveillé en elle quelque chose de longtemps mis en sommeil. Une vivacité, une attention, une urgence. Comme si elle se souvenait soudain de ce que signifiait traduire non seulement des mots, mais des idées, des contextes, des mondes. Le lendemain matin, à la même heure, elle retrouva ses gestes habituels. Préparer les tables, réchauffer les croissants, remplir les carafes. Le bistrot reprenait son rythme habituel, et Camille s'était presque convaincue que l'épisode de la veille allait s'effacer, comme un incident anecdotique dans le flot des jours. Mais à 9 heures précises, la porte s'ouvrit. Étienne était là, seul. Vêtu d'un costume sombre, moins ostentatoire que la veille, il portait à la main une pochette en cuir. Il salua brièvement M. Delmas, qui cette fois n'osa pas lui serrer la main, puis s'avança vers Camille. « Je ne vais pas rester longtemps, dit-il dès qu'il fut à sa hauteur, mais j'aimerais vous proposer un autre exercice. » Elle ne répondit pas. Il posa la pochette sur le comptoir, en sortit un document imprimé sur papier blanc épais. Le titre, en lettres noires, trahissait son contenu, un extrait de traité en persan, probablement contemporain, à en juger par la typographie. C'est un passage d'un contrat de coopération énergétique, signé il y a 6 mois. Aucun de mes traducteurs internes n'a su me donner une version cohérente. Il y a des nuances culturelles et techniques. Vous êtes libre de refuser. Mais si vous acceptez, je promets d'écouter sans interrompre. Camille prit le document. Elle n'avait jamais étudié le persan moderne en profondeur, mais elle connaissait ses bases, ses origines, ses constructions. Elle prit une chaise et s'installa, concentrée. Le texte était dense, mélangeant vocabulaire technique, juridique et poétique, comme c'est parfois le cas dans les écrits officiels persans. Elle analysa les métaphores, identifia les images utilisées pour parler d'engagements commerciaux et d'obligations environnementales. Puis, posément, elle commença à traduire. Elle n'interrompit son flot que pour préciser certaines formulations, évoquer les connotations possibles, proposer plusieurs interprétations là où le texte restait ambigu. Étienne ne disait rien, prenait parfois des notes mentales, hochait imperceptiblement la tête. Le bistrot était silencieux,
à nouveau fasciné. Lorsqu'elle eut terminé, il hocha lentement la tête. « Très bien, vraiment. Je reconnais que vous êtes au-delà de ce que j'attendais. » Elle le regarda avec une expression neutre. Il reprit. « Je vous propose quelque chose. Venez à notre siège à Paris. Passez un test complet. Rien d'officiel, juste un entretien avec mon équipe de traducteurs et de juristes. Si vous réussissez, une place vous attend dans notre département de négociation internationale. Je ne vous demande pas une réponse maintenant. Réfléchissez. » Elle garda le silence un instant, puis demanda « Et pourquoi moi ? Vous avez sûrement des dizaines de candidatures, des gens diplômés, expérimentés. » Il la fixa avec sérieux. « Parce que vous comprenez ce que les autres traduisent, parce que vous ne cherchez pas juste à convertir des phrases, vous lisez entre les lignes, et parce que vous m'avez fait taire. Ce n'est pas si fréquent. » Camille hésita. Elle savait ce que cela impliquait. Partir à Paris, abandonner son emploi stable, même modeste, laisser sa grand-mère qu'elle veillait chaque soir, se plonger dans un univers d'entreprise, de contrats, de politique de pouvoir. Mais elle savait aussi que ce type d'opportunité ne repassait pas 2 fois. Étienne lui tendit une carte de visite, puis il sortit sans ajouter un mot. Le reste de la journée se déroula dans une tension étrange. Monsieur Delmas finit par la prendre à part. « Tu fais ce que tu veux, Camille, mais s'il te propose quelque chose, réfléchis-y sérieusement. On t'aime bien ici, mais on n'est pas ta maison. T'as trop de lumière pour rester entre ces murs. » Ce soir-là, en rentrant chez elle, Camille prépara le dîner pour sa grand-mère, lui donna ses médicaments, l'aida à s'allonger. Puis, dans le silence de son petit salon, elle prit la carte d'Étienne, la posa sur la table et la regarda longtemps. Elle savait déjà qu'elle irait. Pas pour lui ni pour l'argent, mais pour elle, parce que cela faisait trop longtemps qu'elle se contentait de survivre. Elle ouvrit son ordinateur, chercha les dernières nouvelles de la société La Ville, des mentions d'accords internationaux, de litiges commerciaux, d'alliances stratégiques. Puis elle ferma l'écran. Il ne s'agissait pas de leur monde. Il s'agissait de ce qu'elle allait y faire. Le train en direction de Paris quitta la gare de la Part-Dieu peu après 7 heures du matin. Camille, assise près de la fenêtre, observait le paysage défiler sans réellement le voir. Elle avait laissé un mot sur la table de la cuisine pour sa grand-mère, accompagné d'une boîte bien rangée avec les médicaments classés pour chaque moment de la journée. Une infirmière à domicile passerait. Tout avait été organisé minutieusement, mais malgré cette préparation, une légère angoisse persistait en elle. Pas une peur paralysante, plutôt une tension sourde, celle d'une page qui se tourne alors qu'on n'est pas encore sûr de vouloir écrire la suivante. À son arrivée à Paris, elle ne perdit pas de temps. Le siège de La Ville internationale se trouvait dans un immeuble de verre et d'acier, à quelques pas de la Défense. À la réception, un badge l'attendait. Elle fut conduite sans attendre vers une salle de réunion aux murs sobres, équipée d'un grand écran, d'une table longue et d'un plateau de café soigneusement disposé. 2 hommes l'y attendaient, l'un en costume foncé, l'autre en chemise claire, les manches retroussées. Ils se présentèrent comme membres du département juridique et linguistique de l'entreprise. Le test débuta sans cérémonie. Ils lui remirent un ensemble de documents à traduire, issus de contrats internationaux, écrits dans des langues complexes, russe juridique, chinois mandarin administratif, persan avec annotation technique. À chaque texte, une consigne précise. Restituer non seulement le sens mais les intentions, les implications cachées, les éventuelles failles de formulation. Camille s'y plongea comme dans une mer connue. Le temps s'étira. Elle oublia les murs autour d'elle, les regards des hommes, même sa propre fatigue. Il n'y avait plus que le texte, la logique interne de chaque mot, les subtilités d'un verbe choisi à dessein, les couches de sens sous les phrases froides. 1 heure passa, puis 2. On lui apporta de l'eau, un sandwich qu'elle oublia de manger. Lorsqu'elle releva enfin la tête, les 2 hommes échangèrent un bref regard. « Vous venez d'où exactement ?» demanda celui à la chemise claire. Elle répondit simplement « De Lyon. J'étais serveuse dans un bistrot. » Ils ne cachèrent pas leur surprise. Le premier feuilleta les feuilles qu'elle avait remplies. « Vous avez étudié où ?»« La Sorbonne. Langues anciennes, philologie comparée et linguistique indo-européenne. » Le deuxième hocha la tête, visiblement impressionné. Mais avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, la porte s'ouvrit. Étienne entra. Il avait changé de tenue, portait un costume bleu foncé, l'air moins détendu que d'habitude. Il salua brièvement les 2 hommes, puis s'adressa à Camille. «
Vous avez fait forte impression. On peut parler seul ?» Elle le suivit dans un couloir lumineux jusqu'à un bureau au mobilier épuré. Il s'assit derrière un bureau en verre, lui fit signe de s'installer. « Vous êtes meilleur que plusieurs de nos traducteurs seniors. Mais ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous étiez dans ce bistrot. Vous avez disparu des radars. Une étudiante de la Sorbonne, comme vous, de brillante, qui disparaît sans publication, sans thèse, sans trace. » Camille resta immobile un instant. Ce n'est pas une histoire compliquée, mais ce n'est pas celle que les gens veulent entendre. Ma grand-mère est tombée malade. J'étais seul pour m'occuper d'elle. J'ai choisi de rester. Étienne la fixa, sans interrompre. Vous aviez un avenir international. J'ai fait ce qu'il fallait, répondit-elle calmement. À cet instant, dans le hall du siège, une femme d'un certain âge observait le tableau d'affichage en attendant son rendez-vous. Elle leva les yeux par hasard et aperçut un nom sur le registre des visiteurs. Camille Bertrand. Elle fronça les sourcils. Ce nom lui disait quelque chose. Était-ce possible? Elle sortit son téléphone, tapa le nom dans un moteur de recherche. Un article, vieux de quelques années, apparut en tête de liste. Une étudiante prodige en langues anciennes obtient une bourse rare pour l'université de Leiden. La femme cliqua. La photo était floue, mais reconnaissable. C'était bien la jeune femme du bistrot, celle qui avait traduit devant Étienne. L'information se répandit plus vite qu'un souffle. Un autre employé, curieux, vérifia lui aussi, puis transmit à un collègue. En une demi-heure, plusieurs personnes dans l'immeuble savaient que la candidate inconnue, venue de nulle part, n'était pas une inconnue du tout. Elle avait été remarquée, célébrée, puis, mystérieusement, oubliée. Dans la salle du test, les deux juristes en parlaient déjà à voix basse. L'un d'eux montra à l'autre l'article sur son écran. Pendant ce temps, Camille et Étienne poursuivaient leur échange. « Vous avez laissé tout ça derrière. Pourquoi revenir maintenant ?»« Parce que je suis prête, » répondit-elle simplement. Étienne acquiesça lentement. Puis il ajouta en posant une autre feuille sur la table, « Voilà un dernier document, moins technique, mais plus sensible. En islandais cette fois. » Elle s'en empara, lut. C'était un passage d'un contrat de coopération énergétique mentionnant des engagements climatiques, mais avec des termes ambigus, presque manipulés. Elle fronça les sourcils. Il y a ici des clauses qui peuvent se lire de deux manières. On dirait qu'elles ont été rédigées ainsi volontairement. C'est ce que je voulais voir si vous remarquiez. La plupart des traducteurs s'arrêtent à la première lecture. Vous allez très loin. Elle reposa la feuille. Il y avait dans sa voix une note plus grave. Vous utilisez souvent des gens pour tester leur éthique? Il la fixa. Elle n'avait pas haussé le ton, mais sa question était directe, presque accusatrice. Ce n'est pas un test, mademoiselle Bertrand. C'est la réalité des affaires internationales. Vous acceptez de travailler dans ce monde? Elle réfléchit. Ce n'était plus une question de savoir ou de talent. C'était une question de choix, d'intégrité, de limite. Je veux être utile, pas un pion dans un jeu de pouvoir. Étienne se leva. Alors vous êtes exactement là où il faut. Mais sachez que ce sera difficile. Elle aussi se leva. Ce ne sera jamais plus difficile que de renoncer à ce que je suis. Ils se serrèrent la main. Un nouveau chapitre venait de commencer, mais dans l'ombre de cette décision, quelque chose d'autre s'agitait déjà. Car parfois, les regards trop aiguisés attirent la lumière, et la lumière toujours attire les ombres. Quelques jours s'étaient écoulés depuis l'entretien à Paris. Camille était retournée à Lyon, reprenant temporairement son poste au bistrot, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Ses gestes étaient les mêmes, ses horaires identiques, mais son esprit était ailleurs. Elle revivait chaque phrase du test, chaque regard échangé, chaque clause sournoise détectée dans les documents. Elle sentait que quelque chose s'était débloqué en elle, une partie oubliée, mise en veille pendant des années, qui s'était brusquement réveillée. Elle ne dormait plus aussi profondément qu'avant. Elle rêvait en langues étrangères. Elle traduisait même les rêves. Le bistrot, pour la première fois, semblait trop petit, trop prévisible, trop limité. Ce qui avait été un refuge était devenu une cage. Elle ne méprisait pas le lieu ni les gens, mais elle savait que son avenir ne se jouerait plus entre les tables bancales et les clients réguliers. Ce n'était pas une fuite, mais une mue. Étienne ne lui avait pas donné de délai, mais son absence de nouvelles paraissait calculée. Il savait que le silence provoquait plus de réflexion qu'un appel immédiat. Et comme prévu, lorsqu'il réapparut, ce fut sans prévenir. Un samedi après-midi, alors que le bistrot approchait de la fermeture, Camille vit une silhouette familière apparaître dans l'embrasure de la porte.
Étienne portait une veste légère, décontractée, mais son regard trahissait la même intensité que toujours. Il s'assit à une table sans commander, observant Camille qui terminait de nettoyer le comptoir. Elle s'approcha, sans précipitation. « Vous avez choisi de revenir à la source ?» demanda-t-elle. Il esquissa un sourire. « Je suis en déplacement. J'ai une réunion à Lyon lundi, mais je voulais passer avant. » Il sortit un document de sa sacoche, le plaça sur la table, soigneusement, comme un objet fragile. « J'ai préparé une offre, officielle cette fois. Un contrat, une description de poste et les conditions salariales. » Camille prit le dossier, le feuilleta rapidement. Les chiffres étaient généreux. Le poste stratégique, analyste linguistique senior au sein du département des affaires internationales, avec des responsabilités concrètes dans les négociations, les relectures de contrats et les audits de conformité. Elle referma le dossier sans rien dire. Étienne poursuivit. « Mais avant que vous acceptiez ou refusiez, je veux être clair sur une chose. Ce poste n'est pas purement technique. Vous serez exposé à des enjeux politiques, à des négociations sensibles, parfois même à des contrats moralement discutables. » Camille le fixa. « Vous m'offrez un poste ou vous me prévenez que je dois fermer les yeux ?» Il s'inclina légèrement en arrière, croisa les mains sur la table. « Je vous offre une place là où se prennent les décisions, mais personne ne garde les mains propres très longtemps, Camille. Pas dans ce domaine. » Elle resta silencieuse. Elle savait déjà que le monde des affaires ne fonctionnait pas selon des principes idéaux, mais elle voulait savoir jusqu'où Étienne était prêt à aller. « Je veux comprendre une chose. Pourquoi moi? Vous m'avez vu quelques heures dans un bistrot. Vous avez des équipes entières. » Étienne répondit sans détour. « Parce que vous voyez ce que les autres ne voient pas. Vous êtes capable de détecter la vérité dissimulée dans la langue. Et parce que vous m'avez obligé à regarder un contrat autrement. Je ne suis pas quelqu'un qu'on prend souvent de court. » Il marqua une pause. « Et je crois que vous êtes capable de jouer un rôle plus grand que vous ne l'imaginez. » Camille observa le document à nouveau, puis le ferma. « Je ne suis pas naïve. Je sais que votre intérêt n'est pas seulement linguistique. Vous m'avez testé, vous m'avez observé. Et maintenant, vous me proposez un poste stratégique. Vous attendez de moi une forme de loyauté. J'attends de vous une compétence et une conscience, mais je ne vous demande pas d'être loyal envers moi, juste envers votre travail. » Elle réfléchit un instant. « Et si ce travail vous met en contradiction avec mes valeurs ?» Étienne haussa à peine les épaules. « Alors vous déciderez. Personne ne vous y forcera. Mais parfois, il faut faire partie du système pour le changer. » La phrase résonna en elle. Elle la connaissait. Elle l'avait déjà entendue lors d'un séminaire universitaire, prononcé par un professeur qui l'avait inspirée. Il était fascinant de l'entendre maintenant, dans la bouche d'un homme de pouvoir. Étienne se leva. « Prenez le temps qu'il vous faut. Mon numéro est sur la carte. La proposition est valable 15 jours. » Il posa une enveloppe sur la table, puis partit sans attendre de réponse. Ce soir-là, Camille resta longtemps à marcher dans les rues de Lyon. Elle traversa le Rhône, longea les quais, évita les lieux trop fréquentés. Elle avait le contrat dans son sac, mais ne l'avait pas encore relu. Son esprit tournait autour des implications. Ce n'était pas juste une décision professionnelle. C'était une entrée dans un monde où les mots étaient des armes, les silences, des stratégies, et les phrases ambiguës, des outils de manipulation. Elle se demandait si elle serait capable de rester elle-même dans cet univers, si elle pouvait résister à la tentation du cynisme, si elle pouvait utiliser ses compétences pour faire le bien, même de l'intérieur d'un système imparfait. Elle rentra tard. Sa grand-mère dormait déjà. Camille s'assit dans le salon, alluma la petite lampe posée sur le buffet et sortit le contrat. Elle le relut attentivement, cette fois en prêtant attention à chaque clause, chaque formulation. Certaines phrases étaient trop générales, d'autres trop précises. Il y avait des engagements implicites, des attentes non dites, des zones floues. Rien d'illégal, mais tout était pensé pour donner à l'employeur une large marge d'interprétation. Elle prit un stylo, annota les marges, souligna les passages ambigus. Ce n'était pas un refus, ce n'était pas une acceptation. C'était une analyse méthodique, froide, précise. Camille ne voulait pas être une simple traductrice. Elle voulait comprendre ce qu'on ne disait pas. Elle voulait devenir indispensable non seulement pour ce qu'elle savait, mais pour ce qu'elle osait révéler. Et ce poste, malgré ses zones d'ombre, pouvait être une porte vers ce pouvoir, mais à condition qu'elle reste lucide, à condition qu'elle n'oublie jamais qui elle était vraiment. Le lundi suivant, à 8h30 du matin, Camille descendit du train à la gare de Paris-Gare de Lyon.
Elle portait un manteau noir sobre, ses cheveux attachés en un chignon net, un sac à main contenant seulement le nécessaire. Elle n'avait prévenu personne au bistrot. Seul un message bref à M. Delmas l'informait de son absence indéterminée. Elle savait que son choix susciterait des questions, mais à cet instant, elle n'était plus la serveuse discrète de Lyon. Elle venait en tant que professionnelle, prête à affronter ce que d'autres redoutaient, être prise au sérieux. Le siège de la ville internationale se dressait sous un ciel d'acier. L'architecture reflétait le style de ceux qui le dirigeaient, minimaliste, efficace, intimidante. À l'accueil, on la reconnut immédiatement. Cette fois, pas de badge de visiteur provisoire. Un assistant l'attendait, pressé et précis. Il la mena jusqu'au 17e étage, dans une salle vitrée surplombant les toits gris de la capitale. 3 personnes l'y attendaient, aucune qu'elle ne connaissait. 2 femmes, un homme. Pas de bienvenue chaleureuse, pas de formule de politesse excessive, juste un dossier sur la table, un écran allumé, des feuilles éparpillées. Le test allait commencer. Elle n'eut même pas besoin de poser de questions. La première femme, cheveux courts, lunettes carrées, lui tendit un document rédigé en mandarin. Un extrait de contrat de partenariat technologique avec des annexes techniques. Camille le parcourut rapidement. Il s'agissait de clauses sur les transferts de propriété intellectuelle. Elle s'installa, sortit un stylo et commença son travail. Pas seulement traduire, interpréter. Comprendre ce que le partenaire cherchait à imposer ou à éviter, déceler les pièges dans la formulation volontairement floue des obligations. 20 minutes plus tard, on lui donna une seconde épreuve. Un texte juridique en russe, avec des références à des normes locales inconnues. Elle s'arrêta, demanda une clarification sur la date de publication du document. Son interlocutrice sourit, légèrement surprise par la précision de la question. Camille, sans attendre la réponse complète, reprit la lecture, identifiant d'elle-même l'année à partir d'une note de bas de page. Le 3e test était en persan, une transcription de comptes rendus diplomatiques entre 2 entreprises pétrolières. Camille le lut lentement. L'écriture était codée, pleine d'euphémismes. Elle sut immédiatement que la traduction littérale serait inutile. Elle rédigea à la main une synthèse en français, expliquant à chaque ligne ce que les mots cachaient, ce que les phrases suggéraient sans dire. Lorsqu'elle rendit sa copie, les 3 observateurs se regardèrent brièvement, sans parler. Le silence fut interrompu par l'arrivée d'Étienne, qui entra dans la pièce d'un pas rapide. « Alors » demanda-t-il. La femme aux lunettes se contenta de hocher la tête. « Elle est au niveau. » Étienne se tourna vers Camille. « Suivez-moi. » Ils descendirent ensemble vers un étage plus bas, jusqu'à un bureau entièrement vitré, sans fioritures. Il s'assit. Elle resta debout. « Ce que vous avez fait en 3 heures, certains de mes cadres n'en sont pas capables en 3 jours, mais ce n'est pas pour ça que je vous ai fait venir aujourd'hui. » Il ouvrit un dossier, en sortit un feuillet qu'il plaça devant elle. Il n'y avait pas de titre, juste une série de paragraphes en français. « Ce texte, vous ne devez pas le traduire. Vous devez le comprendre et me dire si vous êtes prête à travailler avec ce qu'il implique. » Camille lut. Il s'agissait d'un projet d'accord avec un groupe multinational, basé dans une zone économique spéciale. Le texte semblait ordinaire, mais en le lisant ligne par ligne, elle comprit. Les clauses fiscales, les protections juridiques, les modalités de rupture, tout était orienté pour favoriser une exploitation maximale des fournisseurs locaux, sans garantie en cas de litige. La société partenaire pourrait se retirer à tout moment, sans indemnisation. Un mot revenait à plusieurs reprises. Flexibilité. Un euphémisme pour désigner l'impunité. Elle leva les yeux. Ce contrat est légal. Mais il est injuste. Étienne ne répondit pas immédiatement. Il la regardait, cherchant visiblement à évaluer quelque chose d'invisible. Ce n'est pas encore signé, mais ça pourrait l'être bientôt. Et vous pourriez être celle qui le présentera en version multilingue dans les différentes antennes internationales. Camille referma le document. Alors non, pas comme ça. Il sourit, sans moquerie. Voilà ce que je voulais entendre. Il se leva, fit quelques pas vers la baie vitrée. Vous savez, dans cette entreprise, personne n'a jamais osé dire non à un projet prêt à être lancé. Vous êtes la première. Et c'est pour ça que j'ai encore un dernier test pour vous. Pas linguistique, moral. Elle le regarda, attentive. Vous allez travailler sur ce contrat.
Mais pas pour le valider, pour le réécrire. Je veux que vous trouviez un équilibre, que vous proposiez une version équitable, défendable, solide. Je veux voir si vous êtes capable de rester intègre, tout en naviguant dans la complexité. » Camille comprit. Ce n'était plus un test de compétence, c'était une délégation de pouvoir, camouflée sous un prétexte d'évaluation. Elle accepta, non pas par ambition, mais parce qu'elle voulait prouver que l'éthique n'était pas incompatible avec la rigueur. Elle passa les jours suivants dans un bureau réservé. Elle travailla sur le contrat, ligne après ligne, modifiant, reformulant, équilibrant. Elle inséra des clauses de protection pour les petits fournisseurs, limita les droits de retrait abusifs, imposa des pénalités en cas de rupture unilatérale. Elle consulta des juristes, croisa les regards, reçut des commentaires acides de certains cadres. Mais elle tint bon. Lorsque le document fut prêt, elle le remit à Étienne sans discours. Il le lut en silence. 2 fois. Puis il le fit lire à d'autres membres de la direction. Les réactions furent partagées. Certains trouvèrent les nouvelles clauses trop contraignantes. D'autres reconnurent que cela rendait l'accord plus défendable à long terme. Étienne, lui, ne dit rien pendant plusieurs heures. Puis, il la convoqua de nouveau dans son bureau. « Vous avez transformé un document toxique en un projet durable. Je ne sais pas encore si ça passera. Mais ce que je sais, c'est que vous avez fait exactement ce que je voulais vérifier. Vous avez tenu votre position sans casser l'ensemble. » Camille hocha la tête. « Alors je suis embauché ?» Étienne sourit. « Vous êtes déjà plus qu'embauché. Vous êtes nécessaire. » Mais alors qu'elle sortait du bureau, un des directeurs qui avait contesté ces modifications passa près d'elle et dans un murmure laissa tomber. « Vous avez peut-être gagné aujourd'hui, mais vous venez de vous faire des ennemis. » Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas cherché à plaire. Elle avait choisi d'agir selon ce qu'elle estimait juste. Elle savait désormais que le plus difficile n'était pas d'entrer. C'était de rester droite. Au sein du département de négociation internationale de la ville internationale, la présence de Camille Bertrand devint rapidement un sujet de conversation. Certains voyaient en elle une recrue atypique, brillamment compétente, capable de restructurer en quelques jours ce que des équipes entières n'avaient jamais osé contester. D'autres, moins enthousiastes, la considéraient comme un élément perturbateur, une variable imprévisible dans une machine huilée par les intérêts. Son bureau, situé à l'étage intermédiaire entre la direction exécutive et les services juridiques, était devenu un point de passage inhabituel pour les collaborateurs de différents services. Elle ne cherchait pas la compagnie, mais elle n'évitait personne non plus. Elle lisait, annotait, traduisait, modifiait, renvoyait les documents avec des notes précises et argumentées. Rien d'émotionnel, rien de personnel, seulement du travail. Pendant 2 semaines, elle travailla intensément sur les versions multilingues d'un accord majeur que l'entreprise s'apprêtait à signer avec un consortium technologique basé en Asie centrale. C'était une opération de plusieurs milliards, impliquant non seulement des échanges commerciaux, mais aussi des implications géopolitiques sensibles. Les textes passaient par elle pour validation finale, avant impression. Étienne lui faisait confiance. Il lui transmettait les dernières révisions sans intermédiaire. Les jours s'enchaînaient, les réunions se multipliaient et l'accord approchait de sa signature officielle. Mais alors que tout semblait se dérouler sans accroc, un événement inattendu fit tout vaciller. Le lundi matin, Camille reçut un courriel urgent de la direction juridique l'informant qu'un doute avait été émis sur l'origine de ces traductions. Le message, froid et impersonnel, indiquait qu'un des directeurs du département technique avait affirmé que certaines des traductions rédigées par Camille comportaient des formulations identiques à celles générées par un logiciel d'intelligence artificielle spécialisé en traitement de textes juridiques. L'accusation était subtile, mais redoutable. Elle aurait utilisé une IA pour effectuer ces traductions, les faisant passer pour son propre travail. Aucun nom n'était cité, mais la source de la rumeur était connue en interne. Camille devina immédiatement. C'était le même directeur qui avait murmuré cette menace quelques jours plus tôt, celui qui avait contesté les modifications du contrat revu. Le choc fut immédiat. Elle sentit la brûlure de l'injustice, la violence de l'insinuation. Non parce qu'elle avait peur pour son poste, mais parce qu'on venait de remettre en cause son intégrité, la seule chose qu'elle avait défendue coûte que coûte. Elle répondit au courriel, demandant une entrevue immédiate avec les responsables du contentieux. Aucune réponse ne vint dans la journée. En revanche, le lendemain matin, elle fut convoquée à un comité d'évaluation.
3 membres de la direction, un juriste externe et Étienne. Cette fois, il n'était pas dans son rôle d'interlocuteur bienveillant. Il avait le visage fermé, les bras croisés. Pas d'hostilité, mais une distance palpable. « Camille, dit l'un des directeurs, nous devons clarifier un point. Plusieurs paragraphes traduits dans les documents du consortium présentent des ressemblances frappantes avec les résultats générés par LexiSense, un moteur d'intelligence artificielle utilisé dans d'autres départements. Pouvez-vous nous expliquer cela ?» Elle respira profondément. « Je ne connais pas ce logiciel. Je n'ai jamais utilisé d'IA pour mes traductions. Toutes les formulations viennent de moi. Si elles ressemblent à celles d'un moteur, c'est soit une coïncidence, soit que ce moteur est programmé pour imiter les traductions humaines. » Étienne intervint enfin. « Ce que nous cherchons à comprendre, ce n'est pas votre compétence. Elle est indiscutable. Mais s'il y a une possibilité que votre travail soit entaché par un outil automatisé sans déclaration, nous devons le savoir. » Camille le regarda. Elle ne vit aucune trahison dans ses yeux, mais une attente. Il voulait qu'elle prouve son innocence. Pas pour la défendre, mais pour que le système continue à fonctionner avec elle dedans. Elle se leva. « J'ai travaillé seul, sans assistant, sans logiciel. Tous les fichiers sources sont sur mon ordinateur. Je peux les montrer. Mes brouillons sont manuscrits. J'ai tout conservé. » Le jury prit note. L'enquête interne fut annoncée. Mais le mal était fait. Le bruit courut dans les couloirs, dans les bureaux, dans les messages internes. Certains collègues lui évitaient le regard. D'autres lui adressaient des sourires forcés. On la traitait avec une politesse prudente, comme si son poste était suspendu à un fil invisible. Elle décida de prendre les devants. Ce soir-là, elle vida ses affaires de son bureau. Elle ne démissionna pas. Elle ne rédigea aucune lettre. Elle quitta simplement l'immeuble, laissant la carte d'accès sur la table. Personne ne l'en empêcha. Pas même Étienne, qui avait reçu l'information avant tout le monde. Elle rentra à Lyon, les poings serrés, la tête pleine de questions. Était-ce la bonne décision? Avait-elle fui? Avait-elle cédé? En arrivant chez elle, elle trouva un mot sur la table. Sa grand-mère, qui avait remarqué son agitation, avait écrit « Parfois, il vaut mieux perdre un combat injuste que de rester dans un jeu où les règles sont truquées. » Cette phrase l'aida à retrouver un semblant de calme. Elle n'avait rien à prouver. Mais elle ne pouvait pas rester là, à attendre que le silence se transforme en oubli. 2 jours plus tard, un courrier discret glissé sous sa porte attira son attention. Aucune signature, juste une enveloppe contenant plusieurs pages imprimées. Elle les lut, d'abord sans comprendre. Puis son visage se figea. Il s'agissait de documents internes à la ville internationale, extraits de rapports confidentiels, révélant les termes réels de l'accord avec le consortium technologique. Les conditions finales, cachées dans les annexes non traduites, contenaient des clauses désastreuses pour les fournisseurs locaux, droits de propriété rétrospective, exonération fiscale abusive et autorisation d'exploitation sans compensation en cas de retrait anticipé. Ce qu'elle avait modifié n'était qu'une façade. Le véritable contrat, celui que la direction allait signer, était une version parallèle, jamais soumise à validation externe. Camille comprit. Elle avait été utilisée. Ces traductions propres, humaines, pleines d'équité, avaient servi de couverture morale. Pendant ce temps, un autre texte, destiné à la version officielle, avait été préparé pour les signatures finales. L'accusation d'usage de l'IA n'était qu'un écran de fumée. Un prétexte pour la pousser dehors avant qu'elle ne découvre tout. Elle referma les documents. Sa décision fut immédiate. Elle ne garderait pas le silence. Et cette fois, ce ne serait pas dans une salle fermée, ni dans un bureau feutré. Elle parlerait là où personne ne pourrait l'ignorer. Le lendemain matin, Camille s'assit à sa table de cuisine, un cahier ouvert devant elle, les feuilles confidentielles bien alignées. Elle relisait chaque ligne pour la 4e fois, son stylo soulignant les éléments les plus critiques, les clauses de transfert de propriété qui privaient les fournisseurs de toute autonomie, les articles qui autorisaient des rétractations unilatérales sans indemnisation, les paragraphes ambigus qui diluaient toute responsabilité environnementale. L'enveloppe contenait aussi 2 versions différentes du même contrat. L'une, édulcorée, traduite par elle-même et envoyée aux partenaires, et l'autre, en français seulement, véritable base du contrat final, où se concentraient les abus les plus graves. Les différences étaient subtiles, techniques, mais majeures. Cette manipulation n'était pas une erreur. C'était un plan.
La dernière page portait l'entête de la direction exécutive. Elle listait la stratégie de diffusion. Version traduite transmise à la presse et aux partenaires, version contractuelle signée en circuit interne, version juridique déposée en langue originale. Un schéma en 3 couches, pensé pour camoufler l'exploitation tout en affichant une transparence fictive. Camille se rendit compte que sa signature apparaissait en bas de la version traduite, utilisée comme caution morale. Son nom, apposé sans son consentement sur un document altéré. Elle sentit un mélange de colère et de détermination l'envahir. Sa réputation salie, son travail détourné. Et au-delà de son cas personnel, des dizaines de fournisseurs indépendants, souvent situés dans des pays à la législation fragile, allaient être les victimes silencieuses de ce montage. Elle savait que révéler tout cela aurait un coût. Mais elle comprit également qu'il était plus grand de se taire. Ce contrat, s'il était signé, deviendrait un précédent. Et son silence, une approbation. Elle contacta une amie de la Sorbonne, devenue journaliste indépendante, spécialisée dans les relations commerciales internationales. Elle ne s'était pas parlé depuis 3 ans. L'appel fut bref, précis. L'amie accepta immédiatement de la rencontrer. Le rendez-vous fut fixé dans un café discret du 6e arrondissement, à Paris. Camille prit le train sans prévenir personne, les documents soigneusement dissimulés dans un dossier banal. La rencontre dura 3 heures. Camille expliqua tout. Sa mission chez la ville internationale, son exclusion injustifiée, la tentative de manipulation, les 2 versions du contrat, l'utilisation frauduleuse de son nom. Elle montra les preuves, les originaux, les versions traduites. La journaliste, d'abord sceptique, comprit rapidement l'ampleur de ce qu'elle avait sous les yeux. Elle promit de tout vérifier, de croiser les sources, mais son visage trahissait déjà une certaine nervosité. C'était plus grave qu'elle ne l'imaginait. Mais Camille ne voulait pas attendre que l'article soit prêt. Le contrat devait être signé lors d'un événement officiel prévu pour le vendredi suivant dans un hôtel parisien de renom. Une conférence de presse suivie d'un dîner avec les partenaires, les investisseurs et les médias. Étienne Laville devait y prendre la parole. Elle le savait, car l'invitation avait été publiée sur les réseaux internes de l'entreprise, puis reprise dans des bulletins économiques spécialisés. Tout était programmé pour ressembler à une démonstration de transparence et d'innovation. Une vitrine. Camille décida qu'elle y serait, non comme spectatrice mais comme intervenante. Elle envoya un message anonyme à l'organisateur de l'événement, prétendant être une représentante d'un fournisseur concerné, souhaitant prendre la parole brièvement pour souligner l'importance de la coopération. Elle utilisa un pseudonyme, mais précisa son expérience en traduction, sa participation initiale au projet, et glissa une copie modifiée de la version publique du contrat. Le nom de Camille Bertrand n'était mentionné nulle part, mais la clarté du message suffit à lui obtenir une place. On lui répondit qu'elle pourrait intervenir juste après l'introduction officielle, pour un témoignage technique. Le vendredi soir, elle entra dans l'hôtel, vêtue sobrement, les cheveux attachés, un dossier sous le bras. Elle n'était pas là pour faire un effet. Elle était là pour révéler. Elle fut accueillie poliment, installée à une table proche de la scène. Le hall était décoré de panneaux publicitaires vantant les vertus de la nouvelle alliance. Inclusion, développement, durabilité. Chaque mot sonnait faux à ses oreilles. Étienne fit son entrée peu après 20 heures. Il salua quelques invités, serra des mains, posa pour quelques photos. Il ne la reconnut pas tout de suite. Lorsqu'il croisa son regard, un léger froncement de sourcils traversa son visage. Il fit un pas dans sa direction, mais l'animateur annonça le début de la présentation. Le discours commença par les formules habituelles. Innovation, ouverture, croissance. Puis vint l'instant prévu pour les témoignages. Camille fut invitée à monter sur scène. Personne ne savait encore qui elle était. Elle prit le micro, remercia brièvement l'organisation, puis annonça « Je suis traductrice, ancienne collaboratrice de la ville internationale. Mon nom est Camille Bertrand. » Un murmure parcourut la salle. Étienne se redressa dans son siège. « J'ai travaillé sur les documents de ce projet. Et ce soir, je viens vous lire une version du contrat que vous ne trouverez pas dans les dossiers publics. » Elle sortit une feuille. C'était la version finale frauduleuse dans sa version française complète. Elle lut à haute voix, lentement, chaque clause abusive, chaque paragraphe toxique. Elle compara avec la version publique, souligna les omissions volontaires, les contradictions, les euphémismes. La salle se figea,
On entendait les couverts cesser de tinter. Plusieurs journalistes sortirent leur téléphone. Étienne se leva, tenta de parler, mais Camille l'interrompit. « Vous m'avez accusé à tort. Vous m'avez utilisé comme façade morale. Vous avez trahi non seulement mes compétences, mais aussi la confiance de dizaines de partenaires vulnérables. » Elle termina sa lecture. Un silence pesant suivit. Puis un premier murmure. Puis un éclat de voix. Des gens se levèrent. Les caméras se tournèrent vers Étienne. Un chaos contrôlé s'installa. Et au milieu, Camille, calme, ferme, reprit sa place, sachant qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Non pour se venger, mais pour rétablir la vérité. Le micro tremblait légèrement dans la main de Camille, non par nervosité mais à cause de la tension accumulée. Sa voix pourtant restait nette. Chaque mot résonnait avec une clarté presque chirurgicale dans le salon feutré de l'hôtel parisien où se tenait la conférence de presse. Le contraste était saisissant. Une salle décorée avec luxe, remplie d'hommes et de femmes en costume, de verres de champagne à moitié pleins, et au centre, une jeune traductrice debout, lisant un document juridique avec la précision d'un scalpel. Autour d'elle, le silence s'était épaissi. Étienne Laville, debout à quelques mètres, restait figé. Il ne souriait plus. Son regard ne cherchait pas à l'intimider, ni à la convaincre de se taire. Il évaluait, calculait, tentait de comprendre jusqu'où Camille était prête à aller. Elle, de son côté, continuait, implacable. Chaque article du contrat qu'elle lisait révélait une faille. Chaque clause mettait en lumière une manœuvre. Chaque passage soulignait l'écart entre la communication officielle de l'entreprise et la réalité juridique de l'accord. Camille n'inventait rien. Elle ne dramatisait pas. Elle se contentait de lire, de comparer, de démontrer. Ce qu'elle montrait n'était pas une théorie. C'était du droit, du texte brut, des preuves. Des regards se tournaient déjà vers les membres du conseil présents dans la salle. Quelques partenaires internationaux échangeaient à voix basse, incrédules. D'autres sortaient leur téléphone, photographiaient les pages, enregistrèrent des vidéos. L'information désormais ne pouvait plus être contenue. En quelques minutes, les réseaux sociaux s'enflammeraient. Les journalistes présents, certains sceptiques en entrant, devenaient soudain attentifs, notant chaque mot, cherchant des angles, des citations, des confirmations. Camille referma finalement son dossier. Elle laissa quelques secondes de silence, puis dit « Ce contrat, dans sa version publique, parle de durabilité, d'équité, de respect des partenaires. Mais dans sa version réelle, il organise une prise de pouvoir économique unilatérale, au détriment de ceux qui n'ont ni les ressources, ni les protections nécessaires pour résister. Ce n'est pas une erreur, c'est une stratégie. » Elle tourna le regard vers Étienne. « J'ai été engagé pour traduire. J'ai été accusé à tort, écarté par un prétexte fallacieux. Et pendant ce temps, on utilisait mon nom pour signer une version mensongère du contrat. Je suis ici pour que cela s'arrête. » La salle explosa en murmures, en éclats de voix, en cliquetis de clavier. Camille recula de la scène, refusant les questions. Elle n'était pas là pour faire du spectacle. Elle avait fait ce qu'elle avait à faire. Elle redescendit dans la salle, se dirigea vers la sortie, ignorée par certains, admirée par d'autres, mais surtout impossible à ignorer. Étienne, resté sur scène, finit par récupérer le micro. Sa voix, cette fois, avait perdu son assurance naturelle. « Mesdames et messieurs, nous allons suspendre cette présentation pour quelques minutes. Nous reviendrons vers vous avec un communiqué. » Mais personne n'écoutait plus. Déjà, les journalistes se dirigeaient vers les téléphones pour appeler leur rédaction. Les partenaires cherchaient des responsables, et les membres de l'équipe juridique s'échangeaient des regards tendus, comprenant que quelque chose de profond venait de se fissurer. Camille sortit dans la rue, l'air parisien lui paraissant étrangement léger. Elle n'avait pas de plan pour la suite. Pas encore. Elle avait fait ce qui devait être fait. Elle savait que cette action aurait des répercussions. Elle pouvait être poursuivie, attaquée, diffamée. Mais elle avait agi avec intégrité. Elle avait choisi d'affronter le mensonge, non pas avec des slogans ou des accusations gratuites, mais avec des faits. Le soir même, plusieurs médias en ligne publièrent des articles sur l'événement. Les titres variaient, mais tous mentionnaient son nom. Une traductrice révèle les coulisses d'un contrat toxique. Scandale lors d'un dîner d'affaires, la vérité mise à nu. Camille Bertrand, la voix qui a fait trembler la ville internationale. Les premières réactions étaient partagées. Certains dénonçaient une trahison de confiance,
D'autres saluaient son courage. Mais une chose était certaine, l'histoire ne pouvait plus être étouffée. Le lendemain, Étienne Laville convoqua une réunion de crise au siège de l'entreprise. Plusieurs cadres plaidèrent pour une attaque immédiate contre Camille. Diffamation, violation de confidentialité, atteinte à l'image de la société. Mais d'autres, plus prudents, soulignèrent que les documents lus par Camille étaient authentiques. Les risques juridiques d'un procès seraient trop grands. Pire, il pourrait prouver publiquement qu'elle disait la vérité. Face à cette impasse, Étienne garda le silence. Il savait que la situation exigeait autre chose qu'une contre-attaque brutale. Il devait sauver la réputation de son entreprise. Et peut-être aussi la sienne. Pendant ce temps, Camille restait injoignable. Elle avait désactivé ses comptes personnels, refusé toutes les interviews et s'était réfugiée temporairement à Lyon auprès de sa grand-mère. Elle ne cherchait pas à fuir, mais à réfléchir. Le combat ne faisait que commencer. Elle avait exposé une vérité, mais elle savait qu'il restait à construire une alternative, montrer que l'on pouvait négocier sans exploiter, que l'on pouvait traduire sans trahir. La première étape avait été de dénoncer. La suivante serait de proposer. Et elle n'était pas seule. Déjà, d'anciens collègues, traducteurs, juristes, jeunes diplômés, commençaient à la contacter. Certains pour la féliciter, d'autres pour lui proposer de collaborer. L'indignation, lorsqu'elle est fondée, attire les consciences éveillées. Camille savait qu'elle avait ouvert une brèche. Il lui appartenait désormais de la transformer en passage. Le lundi matin suivant, l'immeuble de la ville internationale à Paris ressemblait à une fourmilière perturbée. Les visages étaient fermés, les portes se fermaient plus vite que d'habitude. Les conversations se faisaient plus courtes, les regards évitaient les vitres transparentes des salles de réunion. La veille encore, l'entreprise était en position de force, prête à annoncer l'un de ses plus gros partenariats de la décennie. Et voilà que tout venait de s'effondrer, non à cause d'un concurrent ni d'un scandale financier, mais d'un discours public prononcé par une ancienne employée, une traductrice accusée à tort et désormais portée au nu dans la presse nationale. Les retombées furent immédiates. Plusieurs investisseurs demandèrent des comptes. Des ONG internationales se mirent à relayer les clauses abusives du contrat dénoncé par Camille. Des politiciens commencèrent à évoquer la nécessité de revoir les réglementations autour des contrats transnationaux. Et surtout, au sein même de l'entreprise, une fracture invisible se dessinait. Entre ceux qui voulaient faire profil bas, éviter tout affrontement et préserver l'image de la société, et ceux qui estimaient que cette affaire, aussi dérangeante soit-elle, devait être l'occasion de repenser la stratégie globale. Étienne Laville, au centre de ce cyclone, gardait le silence. Il ne réagit ni aux articles, ni aux interviews, ni aux demandes d'explications. Il ne publia aucun communiqué. Il ne convoqua aucune conférence de presse. Il annula plusieurs réunions, passa des heures dans son bureau, seul ou avec un petit cercle de collaborateurs proches. Certains y virent un aveu de faiblesse, d'autres comprirent que sous le calme apparent, un ajustement profond était en train de se préparer. Le mercredi matin, une réunion exceptionnelle du conseil d'administration fut convoquée. Tous les membres étaient présents, en physique ou en visioconférence. Étienne entra le dernier, posa un dossier épais sur la table, salua brièvement, puis prit la parole. « Nous avons subi un revers grave. Mais il ne s'agit pas seulement d'une erreur de communication, c'est plus profond. Ce que Camille Bertrand a révélé, nous le savions. Ce que nous avons fait, certains ici l'ont soutenu, d'autres ont préféré l'ignorer. Aujourd'hui, nous avons le choix. Soit nous cherchons à réparer notre image en surface, soit nous agissons en profondeur. » Un silence tendu suivit. Puis un des directeurs, celui-là même qui avait semé le doute sur l'intégrité de Camille, se redressa prêt à contester. Étienne ne lui en laissa pas le temps. « Je propose que nous reprenions ce contrat à zéro. Nouvelle négociation, nouvelle clause, nouvelle équipe. Et je propose que Camille Bertrand soit nommée consultante en chef pour superviser la révision complète de nos modèles contractuels à l'international. » La stupeur fut générale. Certains membres du conseil pensaient avoir mal entendu. Étienne poursuivit. « Ce qu'elle a fait n'est pas une attaque, c'est une mise en lumière. Elle nous a évité un désastre plus grand encore. Sans son intervention, ce contrat aurait été signé puis dénoncé publiquement par d'autres, avec des conséquences irréversibles. Elle nous a exposés, oui, mais elle nous a aussi offert une chance de reconstruire. » Un directeur financier s'opposa. « Et si elle refuse ?»
Après tout ce qu'elle a vécu, vous croyez vraiment qu'elle reviendra? Étienne répondit simplement, « Je ne sais pas, mais nous devons lui proposer. Et surtout, nous devons montrer que nous avons compris. Pas pour l'opinion publique, pour la viabilité même de notre entreprise. » La décision fut mise au vote. À une courte majorité, la proposition fut validée. Le message officiel serait rédigé le jour même. Étienne, en personne, se chargerait de contacter Camille. À Lyon, Camille lisait les courriels reçus depuis son intervention. Des messages de journalistes, de traducteurs, de professeurs, de jeunes étudiants. Certains partagèrent des expériences similaires. D'autres proposaient de collaborer, de construire une plateforme de traduction éthique. Elle ne répondait qu'aux plus urgents. Elle avait besoin de réfléchir. Depuis son retour, elle avait repris une routine discrète. Elle sortait peu, passait du temps avec sa grand-mère, lisait beaucoup. Elle savait que l'effervescence médiatique ne durerait pas. Elle ne cherchait ni à la nourrir ni à la fuir. Elle attendait que la poussière retombe pour voir ce qui restait debout. Le jeudi matin, une lettre manuscrite fut déposée dans sa boîte. Le papier à en-tête de la ville internationale était reconnaissable. Mais le contenu l'était encore plus. Étienne y avait écrit, sans détour, « Vous aviez raison. Ce que vous avez dénoncé était non seulement réel, mais aussi dangereux. Nous avons voté pour reprendre l'ensemble des contrats concernés. Et je vous propose d'en diriger la révision, en pleine liberté, avec l'équipe de votre choix. Vous aurez un pouvoir que personne n'a eu avant vous ici, non pour imposer, mais pour corriger. » Camille relut la lettre 3 fois. Elle ne sentit ni vengeance, ni manipulation. Juste une forme de reconnaissance austère, sèche, mais sincère. Elle savait qu'accepter ne serait pas simple. Elle devrait affronter ceux qui avaient douté d'elle, travailler avec des équipes hostiles, renégocier avec des partenaires méfiants. Mais elle avait maintenant quelque chose que personne ne pouvait lui enlever, une crédibilité construite à partir de faits. Elle répondit 3 jours plus tard, par une lettre simple. « J'accepte, mais à mes conditions. L'indépendance totale sur la sélection des contrats à réviser, l'accès complet aux documents internes et la liberté de rompre cette mission à tout moment si des obstacles sont volontairement posés à mon travail. » La réponse d'Étienne arriva le lendemain. « Accordé. Bienvenue. » Et c'est ainsi qu'une semaine après le scandale, Camille Bertrand retournait dans l'entreprise qui l'avait écartée, non comme employée, mais comme celle qui détenait désormais la clé d'une nouvelle manière de négocier. Une négociation qui ne se ferait plus dans l'ombre, ni au détriment des autres. Une négociation où les mots retrouveraient leur sens. Lorsque Camille franchit à nouveau les portes du siège de la ville internationale, l'ambiance n'avait plus rien de commun avec celle de son premier jour. Il n'y avait ni accueil cérémonial, ni discours de bienvenue. Mais cette fois, elle ne s'attendait à rien de tel. Elle n'était pas revenue en tant que recrue ou employée subalterne. Elle agissait désormais comme consultante indépendante, liée par un contrat spécial approuvé par le conseil d'administration. Un contrat qu'elle avait elle-même rédigé, relu et fait signer avec des clauses précises de transparence, d'autonomie et de responsabilité. Le bureau qui lui avait été attribué était situé à l'écart, volontairement. Pas dans les étages de direction, ni dans ceux des services. Une pièce lumineuse avec vue sur les toits de la ville, silencieuse et spacieuse. Elle s'y installa simplement. Quelques livres, un ordinateur portable, une pile de contrats à analyser. Elle avait demandé à travailler seule dans un premier temps. Non par méfiance, mais pour reconstruire depuis zéro, sans interférence. Elle voulait vérifier, ligne par ligne, tous les accords signés au cours des 5 dernières années avec des fournisseurs, sous-traitants, partenaires internationaux. Un travail titanesque, mais nécessaire. Et elle s'y attela sans tarder. Les premiers jours furent tendus. Certains cadres évitaient son regard dans les couloirs. D'autres, plus courageux, venaient lui poser des questions brèves, polies, souvent teintées d'un fond de culpabilité. Elle répondait sans agressivité, sans familiarité non plus. Elle était là pour une tâche précise, et elle n'en dévierait pas. Au fil des semaines, les regards changèrent. Sa rigueur, son efficacité, son calme désarmaient peu à peu les résistances. Même ceux qui l'avaient auparavant discrédité finirent par reconnaître parfois à demi-mot que sa présence assurait désormais à l'entreprise une crédibilité nouvelle. Mais Camille ne limita pas son action aux murs du siège parisien. Très vite, elle mit en place un réseau de collaborateurs internationaux, juristes indépendants,
traducteurs spécialisés, linguistes universitaires. Elle proposa une nouvelle méthode de vérification linguistique et éthique des contrats multilingues. Un système transparent, avec des annotations culturelles, des commentaires sur les ambiguïtés légales, et surtout, une grille d'analyse sur l'impact social des termes utilisés. Ce n'était pas seulement une question de langue, c'était une question de pouvoir. Et Camille voulait que chaque mot pesé ait une conséquence mesurable. En parallèle, elle fut invitée à plusieurs événements internationaux, d'abord timidement, puis avec insistance. Des universités, des conférences juridiques, des tables rondes sur les droits des fournisseurs. À chaque fois, elle refusait les honneurs exagérés. Elle préférait parler de méthodes, de systèmes, de responsabilités partagées. Elle racontait rarement son histoire personnelle, sauf lorsqu'on lui posait la question directement. Et même alors, elle évitait les effets de manche. Elle racontait les faits, la logique des décisions prises, les erreurs commises, et surtout, la reconstruction. Elle refusait qu'on fasse d'elle une icône. Elle voulait rester une professionnelle. Elle retourna également régulièrement à Lyon. Le bistrot où tout avait commencé n'avait pas changé. Le comptoir, les tasses, les tables serrées, tout était à sa place. Monsieur Delmas l'accueillit avec un mélange de fierté discrète et de respect sincère. Il ne lui posait jamais de questions. Il lui servait un café, lui racontait les anecdotes du jour, puis la laissait tranquille. Camille aimait ces moments. Elle s'y rappelait ce qu'elle avait été et ce qu'elle avait failli oublier. Elle reprit aussi l'habitude de passer du temps avec son ancienne équipe. Théo, son collègue de service d'avant, était devenu assistant de gestion. Ils échangeaient sur les clients, les petits scandales du quartier, les travaux dans la rue d'à côté. Elle lui offrit un exemplaire annoté du contrat qu'elle avait dénoncé pour lui montrer ce qu'était devenu son quotidien. Il lut en silence, puis hocha la tête sans chercher à comprendre chaque terme. Il n'en avait pas besoin. Il voyait bien que Camille avait transformé quelque chose, mais le changement le plus important, pour Camille, se jouait à la maison. Sa grand-mère, désormais suivie par une équipe médicale stable, avait retrouvé une partie de son énergie. Elle se tenait informée des nouvelles, coupait des articles de journaux, les collait dans un cahier. Camille, au début, voulait l'en dissuader. Puis elle comprit que ce rituel faisait partie du lien qui les unissait. Elle lui lisait parfois les passages les plus techniques, lui expliquait les enjeux, et sa grand-mère, bien qu'étrangère à ce monde, hochait la tête avec une fierté qu'elle ne cherchait pas à cacher. Un jour, alors qu'elle prenait le thé sur le petit balcon de leur appartement lyonnais, sa grand-mère lui posa une question inattendue. « Et si tu n'avais pas pris ce papier ce jour-là, au bistrot ?» Camille resta silencieuse un instant. « Alors j'aurais continué à traduire en silence, dans ma tête, pour moi. Mais je crois que tôt ou tard, quelque chose d'autre m'aurait poussé à parler. »« Tu n'as pas changé, » dit la vieille femme. Camille sourit. « J'ai juste retrouvé ce que j'étais. » Et c'était vrai. Son nouveau poste, ses interventions, ses collaborations, tout cela ne l'avait pas transformée en quelqu'un d'autre. Elle n'avait pas été absorbée par le monde qu'elle avait autrefois dénoncé. Elle s'y était installée avec ses propres règles, avec lenteur, mais sans compromis. Elle avait compris que la puissance ne résidait pas dans l'autorité, ni dans la visibilité. Elle résidait dans la précision, dans l'exactitude, dans la clarté. Une clause bien écrite, une ligne bien traduite, un mot choisi avec soin pouvait empêcher des abus, protéger des vies, changer des trajectoires. Et elle savait que tout avait commencé par une phrase lancée comme une plaisanterie. « Je donne mon salaire à celui qui traduit ça ». Une provocation qui s'était transformée en révélation. Ce jour-là, elle n'avait rien gagné d'immédiat. Pas d'argent, pas de contrat, pas de reconnaissance. Mais elle avait osé. Et cela, personne ne pouvait le lui enlever. L'événement se tenait à Genève, dans une salle de conférence moderne, au sein d'un centre international réputé pour accueillir les plus hauts forums sur le commerce, les droits humains et les innovations économiques. L'Assemblée réunissait diplomates, dirigeants d'entreprises, universitaires et journalistes spécialisés. L'intitulé officiel du forum était « Langue, loi et pouvoir, réconcilier éthique et commerce ». Camille n'avait pas prévu d'y participer initialement. Elle avait été sollicitée à plusieurs reprises par les organisateurs et avait refusé poliment, considérant que sa place était désormais ailleurs, dans le travail, non dans la représentation. Mais cette fois, l'invitation avait pris un ton différent. Elle n'était plus conviée pour témoigner.
Elle devait clôturer l'événement. On ne lui demandait pas un exposé technique, ni une opinion de spécialiste, mais une vision, une proposition, une synthèse. Elle hésita, plusieurs jours, puis accepta. Non pour parler d'elle, mais pour transmettre ce qu'elle avait vu, vécu et compris, ce qu'elle voulait construire. La salle était comble. Les caméras de plusieurs chaînes internationales étaient braquées sur l'estrade. Une animatrice introduisit la séance avec une sobriété élégante, puis annonça la prise de parole d'un invité qui avait lui aussi des choses à dire et à réparer. Tous les regards se tournèrent vers le fond de la scène. Étienne Laville monta lentement les marches. Il portait un costume sombre, sans cravate. Il avait l'air fatigué, mais concentré. Le public, surpris, resta silencieux. Il s'approcha du pupitre, déplia une feuille et prit la parole. Il y a 1 an, presque jour pour jour, j'ai prononcé une phrase idiote dans un bistrot de Lyon. Une provocation, un test, un acte d'arrogance déguisé en jeu. Je ne savais pas que cette phrase allait déclencher une chaîne d'événements qui remettrait en question mon rôle, ma direction, et jusqu'à la manière dont mon entreprise opère à l'international. Il marqua une pause, laissa le silence s'installer. J'ai promis ce jour-là mon salaire à quiconque réussirait à traduire un texte. Ce n'était pas un vrai pari. C'était une façon de rire de ce que je ne comprenais pas. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en face de moi se trouvait une personne capable non seulement de traduire, mais de comprendre, d'expliquer, et surtout de résister. Il sortit alors de sa poche une enveloppe, la posa sur le pupitre. Ce salaire, je le remets aujourd'hui, publiquement, symboliquement, parce que Camille Bertrand a fait bien plus que gagner un défi. Elle a évité à mon entreprise un effondrement moral. Elle a mis des mots là où nous mettions des formules. Elle a réécrit, refait, reconstruit. Et nous avons suivi, non parce que nous y étions contraints, mais parce que nous ne pouvions plus faire autrement. Puis, se tournant légèrement vers le public, j'invite Camille Bertrand à me rejoindre. Les applaudissements furent discrets d'abord, puis plus francs. Camille monta calmement. Elle portait un tailleur sobre, sans bijoux ni accessoires. Elle rejoignit Étienne, sans sourire forcé, sans mise en scène. Lorsqu'il lui tendit l'enveloppe, elle ne la prit pas. Elle s'approcha du micro. « Merci. Mais je ne veux pas ce salaire. Il ne m'appartient pas. Ce que je veux, c'est qu'il serve à d'autres. » Elle sortit une feuille de son dossier, la plaça à côté de l'enveloppe. « J'ai rédigé une proposition. La création d'un fonds indépendant pour jeunes traducteurs et traductrices. Pas pour former des employés, mais pour former des consciences. Ce fonds financera des études, des projets de recherche sur la traduction éthique, la responsabilité linguistique dans les accords internationaux et l'impact culturel des textes de pouvoir. » La salle retint son souffle. Trop souvent, la traduction est vue comme un acte technique. Elle est politique, éthique, sociale. Derrière chaque mot, il y a des choix. Derrière chaque clause, des conséquences. Elle se tourna vers Étienne. « Ce fonds, je vous propose de le créer avec moi. Non pour effacer le passé, mais pour faire en sorte qu'il ne se répète pas. » Le dirigeant acquiesça sans hésitation. Il prit la feuille, la lut brièvement, puis dit simplement « D'accord ». La salle explosa en applaudissements, cette fois spontanés, longs, nourris. Des professionnels du droit, des traducteurs, des membres d'ONG, tous saluaient non seulement l'intégrité du geste, mais la vision qu'il portait. Une vision rare, celle d'un pouvoir réorienté vers le service, d'une compétence mise au service d'une transformation collective. Après la cérémonie, plusieurs personnalités vinrent féliciter Camille. Elle répondit poliment, mais se retira rapidement. Elle avait réservé un billet de train pour Lyon le soir même. Elle ne voulait pas rester trop longtemps dans cette lumière. Elle préférait agir. Dans le train, elle sortit son cahier, celui où elle annotait depuis des mois les contradictions des contrats, les idées de réécriture, les projets de réforme. Elle ajouta une nouvelle page, « Fonds Camille Bertrand. Objectifs, bénéficiaires, conditions de sélection. » Le titre lui paraissait trop solennel. Elle le raya. Écrivit simplement « Programme des traducteurs responsables ». À son arrivée, sa grand-mère l'attendait. Elle ne parlera pas tout de suite. Elle lui servit du thé. Puis Camille sortit l'enveloppe. « Je ne l'ai pas prise. Je le savais », répondit sa grand-mère. Puis elle ajouta « Ce que tu fais vaut plus que n'importe quel salaire. » Camille sourit, pas pour être modeste, mais parce qu'elle savait que c'était vrai. Ce n'était jamais l'argent qu'elle avait cherché, ni la reconnaissance, ni le pouvoir.
Ce qu'elle avait toujours voulu depuis ses premiers cours à la Sorbonne, depuis ses heures silencieuses au bistrot, c'était comprendre, traduire, démasquer, clarifier, donner accès. Et ce qu'elle avait accompli n'était pas une victoire personnelle. C'était une fissure dans un système figé, une démonstration que les mots, quand ils sont utilisés avec précision, peuvent transformer plus que des phrases. Ils peuvent changer le cours d'un contrat, d'une entreprise, d'une carrière. Parfois même, ils peuvent changer une époque. Elle avait refusé un salaire, mais elle avait accepté de faire histoire,